Bonsoir, bon dimanche. Face à l'actu de cette semaine, évidemment, on reviendra de long en large sur des faits marquants de l'actualité qui ont marqué la semaine qui s'achève. On a pu le voir, des émeutes constatées de nouveau à Sarmélima. Le tribunal qui dit sa décision sur l'affaire Dikolo avec évidemment l'annulation de la déclaration d'utilité publique et bien d'autres faits d'actualité qu'on va commenter ce soir avec un invité. On parlera aussi d'une actualité qui revient assez souvent ces dernières semaines, des privatisations des entreprises d'État, des entreprises publiques, parapubliques, et cette condamnation qui, au cours du mois de mai, je crois le 13 mai pour être précis, a vu le cabinet Lazare Atou être condamné pour payer un montant de 13 milliards de francs CFA. On parlera de tous ces faits ce soir, ce dimanche, avec un invité. Joseph Marie Elundou est un journaliste, longtemps chroniqueur des questions économiques, chroniqueur politique. Il s'est également exercé dans la société civile, non sans être un partisan militant politique. Ce sont ces différentes casquettes qui nous ont permis évidemment de dénicher l'oiseau rare pour ce dimanche, afin de détailler tous ces faits, comme je l'ai dit, dans l'analyse et le commentaire. Joseph Marie Elundou, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Dipita, et merci pour l'invitation. C'est un honneur de vous avoir, évidemment, du haut de votre expérience dans le métier, plus d'une cinquantaine d'années, dans le métier du journalisme, dans l'observation, dans la chronique quotidienne des faits, suffisamment de recul. Ça va donc permettre certainement d'offrir à nos téléspectateurs une analyse de ces faits. Alors, on peut peut-être commencer par cette actualité qui a évidemment choqué plus d'un, ce qu'on a pu appeler, et certainement que Adonis Yamen, qui assure la réalisation de cette émission, va nous faire voir les images, les événements de Sarmélima. Une fois de plus, des émeutes à l'issue d'une querelle entre deux individus de tribus différentes à Sarmélima. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Permettez-moi d'abord de dire bonjour à tous vos millions de téléspectateurs, que je retrouve toujours avec beaucoup de joie. Absolument. Et évidemment, pour dire que je pense qu'aujourd'hui, nous avons l'autorité nécessaire pour parler de l'actualité au Cameroun. Et même, nous pensons être une mémoire, parce que ce que l'on voit aujourd'hui, en réalité, ce sont des conséquences d'une vie nationale, j'irai un peu à la légère. C'est-à-dire que nous Camerounais, avons vécu un peu comme des grands enfants, et des problèmes couvaient sous la sociologie du pays. Mais nous gambadions dedans, il n'y avait pas de crise économique, les gens avaient de l'argent, on était dans les bars, on était dans des boîtes de nuit. Mais en réalité, ces braises-là continuaient à alimenter. Et aujourd'hui, avec la crise et la pauvreté qui se généralise, ces problèmes se mettent à ressortir à la surface de notre société. Et il ne faut pas perdre cela de vue, que tout ce que vous voyez là, c'est d'abord des problèmes d'ordre économique, des problèmes de pauvreté, des problèmes de désargentement, des problèmes de misère. C'est-à-dire que la rareté des richesses, oui, des ressources, oui, fait que les uns et les autres essayent d'aller à la conquête. La conquête de nouvelles terres, si on peut le dire ainsi, une image ancienne. Des terres plus fertiles. Parce que le tout n'est pas de trouver de nouvelles terres, mais il faut trouver des terres fertiles. Et donc, des gens qui n'étaient pas des adversaires autrefois deviennent des adversaires. Vous voyez, vous prenez par exemple en France, il y a un discours que l'extrême droite développe qui marche très bien. C'est le discours des étrangers viennent nous prendre nos biens. C'est ce que nous vivons chez nous. Nous vivons chez nous une situation où des Camerounais, qui sont pourtant des frères, qui ont toujours vécu ensemble. Quand vous parlez de Sarmélima, il y a des gens à Sarmélima qui sont de multiples régions du Cameroun, qui parlent parfaitement le boulou, qui sont des gens qui parlent le boulou avec des proverbes, donc qui sont intégrés.
et qui ont même épousé. Il y a eu des mariages interethniques, mais qui subitement deviennent des adversaires et créent la situation, les tragédies telles que celles que nous vivons aujourd'hui. Et ce n'est pas la première qui survient là-bas. Et il y a donc également la politique, ma foi, qui n'a pas arrangé les choses. Parce que telle que la démocratie a été engrangée, mise en marche dans notre pays, je pense qu'il y a eu une précipitation. Je me souviens lorsque le président Biya écrivait pour le libéralisme communautaire, lorsqu'il aborde la question de la démocratie, il dit qu'il faut commencer à faire la démocratie dans le RDPC. Et que le RDPC devrait donc devenir, je veux dire, le pilote, le centre pilote de la démocratie camerounaise. On devrait apprendre dedans à faire quoi? À contester, à se parler, à admettre que les autres peuvent dire des choses différentes de nous, à s'accepter comme différents en termes de culture ou de tribu, mais que nous appartenons tous à un même pays et que nous sommes les mêmes. Et malheureusement, je pense qu'il y a une précipitation. Il n'y a pas une préparation suffisante des citoyens à aborder la question politique. Qui a donc débouché sur quoi? Les gens ont cru que c'était des rassemblements, des agrégations de tribus ou de villages, qui chacun, au fur et à mesure qu'on a avancé, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, chacun dit, nous aussi on doit être président. On ne cherche plus le président du Cameroun. On cherche un président du Cameroun, mais qui doit venir de chez nous ou bien de... Donc, c'est vraiment quelque chose de terrible qui est en train de nous arriver, lié, à mon avis, à un déficit qu'on ne peut pas forcément accuser qui que ce soit, mais on doit pouvoir corriger ça. On doit pouvoir, au niveau des générations qui arrivent, parce qu'il y a des gens qui sont complètement perdus là-dedans, qui ne sont pas prêts à accepter les autres. Il y en a, quand vous les entendez parler, qui sont vraiment difficiles, durs avec les autres Camerounais. Mais il va falloir qu'on lance véritablement des campagnes pour qu'on n'assiste plus à des scènes où des Camerounais assassinent d'autres Camerounais. Mais vous citiez le président Biya à l'instant, mais je veux dire qu'en tant que chef de l'État, oui, garant de l'intégrité, de la souveraineté nationale et surtout de la paix sociale, je veux dire que, tout au moins sur le plan moral, sa responsabilité peut pas être aussi facilement désengagée. Je veux dire que c'est celui-là qui, au quotidien, doit travailler pour que ces éléments que vous relevez, qui peuvent paraître comme des faiblesses, c'est lui qui doit s'assurer justement de la régularité, de la régulation de ces mécanismes pour que les Camerounais se sentent véritablement ensemble, quel que soit l'endroit où c'est... Bon, j'ai coutume de dire que j'ai 24 heures. D'accord. Vous aussi. Chacun d'entre nous a 24 heures pour régler ses problèmes. Absolument. Le président Biya a aussi 24 heures pour régler les problèmes de tout le Cameroun. Absolument. Il a besoin de nous. Absolument, parce que ce qui se passe aujourd'hui, on peut, lorsque j'ai dit qu'il y a eu une faiblesse, mais lorsque vous observez l'état du Cameroun avancé depuis les indépendances, le souci des pères fondateurs a été toujours l'unité nationale. C'est le slogan. C'est-à-dire l'unité nationale. Même le passage, d'une des raisons pour lesquelles Ahidjo passe du fédéralisme à l'éternité, c'est la recherche de ce ciment qui doit souder nos peuples pour que ces peuples se sentent camerounais. Mais on observe précisément qu'il y a des irrédentismes, il y a des choses il y a même des acteurs bien structurés, avec des discours bien amenés, qui développent des discours non seulement séparatistes, mais parfois tribalistes, xénophobes. Et avec l'éclosion des réseaux sociaux, c'est encore plus grave. Chacun reste dans sa chambre, il est capable dès qu'il a commencé à faire ce qu'ils appellent à amasser des followers, dès qu'il a une communauté qui croit en lui, il est capable d'insérer dans cette communauté-là. Alors, vous avez au Cameroun aujourd'hui, jusqu'en 2016, la notion de fédéralisme, par exemple, était une notion dont on parlait comme ça. Le tribalisme même, on disait, ouais, voilà, j'ai suivi une chanson des années 70 qui parlait déjà du tribalisme, qui a d'ailleurs fait le tour des réseaux. Mais vous avez des gens qui ont développé des théories tellement bien structurées qu'aujourd'hui, les Camerounais vous disent que moi,
je suis d'abord étonné. Je parle de moi. Moi, je parle de moi pour ne pas parler des autres. Et il y a des gens qui ont réussi à casser ça, profitant justement de la fragilité de notre économie, de notre système gouvernant, profitant du laxisme. Parce que j'ai vu que le gouvernement est en train de vouloir prendre en main, à bras le corps, la question des... La haine et autres, on en parle tout à l'heure. Donc, vous voyez qu'en réalité, il y a eu cette... comment j'ai appelé ça, c'est laisser aller. Mais vous mettez ça sous le prisme de la pauvreté. Est-ce que derrière, ce n'est pas des relances, ce ne sont pas des luttes de pouvoir? Est-ce que la tribu n'est pas instrumentalisée ici, justement, dans des batailles politiques, chacun ayant comme arme le tribalisme, et à qui mieux, le plus fort qui sait peut-être l'emporterait? Je vous ai parlé du tribalisme, mais je voudrais vous dire que vous ne pouvez pas faire le tribalisme seul et arriver à un résultat. Vous devez créer des adeptes du tribalisme, de votre tribalisme autour de vous. Soit parce que vous n'avez pas grand-chose à proposer, c'est-à-dire en termes d'idéologie, en termes de démarche, tu n'as pas quelque chose de structuré pour proposer à un peuple, ou à une partie du peuple. Tu lui dis, écoutez, vous voyez, nous là, notre groupe est marginalisé. Donc vraiment, mettez-vous derrière moi, je vais vous défendre. Et vous voyez la marginalisation, elle se joue à tel niveau. Vous voyez ceux-là, ils ont pris tous les postes. Vous voyez ceux-là, ils ont pris tout le commerce. Vous voyez ceux-là, ils ont les meilleures terres. Vous voyez ceux-là, bon, nous on ne peut pas continuer à accepter. Bref, chacun dans cet environnement donc, qui est encore fragile, M. Dipitato. C'est-à-dire que le Cameroun a 60 ans. 63 ans d'existence. Pour un pays, c'est encore un neuf. C'est encore un petit pays en termes. C'est un adolescent. D'accord. Parce que quand vous voyez les pays, ils ont 200 ans, hein, la France, les États-Unis et tout ça. Et nous, l'autre faiblesse que nous avons, c'est que jusqu'à présent, nous n'avons pas pu prendre notre destin en main. Parce que, dominés par les colons et l'impérialisme, nous avons été déstructurés sur le plan culturel, sur le plan religieux, sur le plan de la formation et l'éducation. Quelles sont les bases, les priorités de nos sociétés? On n'en sait pas grand-chose. Nous sommes donc, en réalité, à la portée de tous les courants. C'est pour cela que vous verrez que nous avons 30 religions. Nous sommes ceux qui abordons toutes les écoles, toutes les formations. D'accord. Mais comment on fait donc pour sortir de cette spirale politique, tribalisme, guerre interethnique, affrontements verbaux indécents? La question, il y a quelques années, parmi les choses que j'ai faites dans ce pays, peut-être pas forcément sous les médias, j'ai travaillé avec les chefs, les patriarches. D'accord. Et le coordonnateur du mouvement que nous avions créé à l'époque, c'était Sokodjou. J'étais le secrétaire permanent, je reste le secrétaire permanent de cette association, où nous avons identifié les maux auxquels le pays doit pouvoir faire face dans les années qui viennent. Et ça, nous avons créé cette association en 2007. Et en 2007, on avait déjà identifié le premier problème, c'était le problème anglophone. Il est déjà là. Le second problème, c'était le retour des restes d'Amadou Ahidjo. C'était un des problèmes que nous avons identifiés. Le troisième, c'était le tribalisme. Le quatrième, c'était la corruption. C'était des grands problèmes que les patriarches avaient identifiés comme étant des véritables bombes pour le pays. Et nous avons proposé, en cette circonstance, qu'on reparte vers le modèle africain, qui est le modèle du consensus sur le dialogue permanent. Parce que le groupe s'appelait le groupe des patriarches pour le dialogue. Parce que c'est le dialogue qui va aider le Cameroun. Je disais dernièrement, lorsqu'on a fait le grand dialogue national, vous voyez qu'on a fait le grand dialogue national, c'était le premier rang. Il est absolument recommandé de se donner un timing pour faire de l'évaluation systématique avec le même format. Mais je vois que les fonctionnaires, d'une manière générale, lorsqu'on a fait le grand format,
on trouvait le moyen de faire des petites affaires où on dit évalue ça dans des petites chambres. Non. Il faut, si on veut construire ce pays de manière efficace et structurée, le deuxième rang du grand dialogue national doit être convoqué. On a donc fait les régions. Les régions sont là. Le modèle, les régions spéciales sont aussi là. Est-ce que les gens qui avaient refusé, par exemple, le premier dialogue, est-ce qu'ils peuvent revenir à la table pour qu'ensemble, on négocie? Vous voyez? C'est-à-dire que vous aurez beau faire des lois dures, vous aurez beau arrêter des gens qu'on va amener en prison. Mais tant qu'on ne met pas les Camerounais face à face, et que les Camerounais, effectivement, se regardent comme des frères. Et je vais finir en vous disant que il y a le président Biya qui a écrit, qui a présenté son projet de société pour le libéralisme communautaire. Je voudrais vous rappeler, peut-être vous ne le saviez pas, ou alors vous le savez, que ce livre a été le livre de chevet du président Lula da Silva, le Brésilien, lors de son premier passage à la tête du Brésil. Et ce document est très précieux. Et vous, comment vous le savez? Mais je le sais, si vous lisez l'ouvrage, Paul Biya, le discours dû au législateur de génération. D'accord. J'ai une dame qui fait dans l'économie solidaire, qui s'est retrouvée à un atelier ou un séminaire à Ottawa, au Canada. Et au cours du séminaire, la tête pensante de Lula avait donné une communication. La Camerounaise était dans la salle. Elle m'a dit qu'elle a eu des larmes aux yeux parce que cet homme, lorsqu'il a révélé que le président Lula, dont il était le cerveau, avait demandé, il percevait, parce que lorsqu'il prend le pouvoir, il y a les grands écarts, les riches, très riches et les très pauvres au Brésil. Comment régler le problème? Comment remettre l'amortisseur social en marche? C'est pour le libéralisme communautaire. On lui a dit qu'il y a un livre d'un Africain qui s'appelle tel, qui règle ce problème, on peut le regarder. Et la question, par exemple, de la mutualisation, la question de l'agrégation des gens en communauté économique, pas en communauté de village, absolument, a donc été mise en œuvre. La tête pensante de Lula dit que c'était le livre de chevet. Ils se le sont partagés par des photocopies et tout. On suivait, on prenait les grandes recommandations de cet ouvrage. Donc vous voyez que nous avons même une théorie économique, une démarche économique, et c'est la réalité. Ce que je vous dis, ce n'est pas de la laudation ni de l'apologie. Et la dame est encore vivante, je la cite, son témoignage est dans l'ouvrage, pour dire, nous avons non seulement les hommes, le Cameroun a cet avantage d'avoir une classe d'intellectuels très futés, pluridisciplinaires. Vous avez entendu parler ici des gens qui disent que l'école ne sert à rien. Nous avons des sociologues. Pourquoi ne pas lancer une grande étude sociologique avec tous ces jeunes sociologues pour qu'on nous ramène la réalité de la sociologie camerounaise? Nous avons des anthropologues. Nous avons tout. Il faut absolument prendre cette affaire à bras le corps. Ce n'est pas seulement une affaire de gendarmerie. Je salue M. Toga. Mais je dis, c'est bien, à court terme, de traquer. Mais il faut mettre en place un programme approfondi qui va permettre qu'on avance. Je suggère qu'on prenne le premier reportage de ce dimanche. Nous allons revenir sur ce décret d'expropriation du domaine de Dikolo Bali qui a été annulé par le tribunal administratif de Douala. La décision prise cette semaine fait l'objet du reportage qui suit. Ils avaient été expropriés de leur domicile pour cause d'utilité publique. Après moult tractations et un recours introduit par maître Oumthierry, le tribunal administratif vient de donner gain de cause aux victimes de Dikolo. Le juge en délibéré a en effet prononcé l'annulation de la déclaration d'utilité publique. Maître Oumthierry est l'avocat des victimes de Dikolo. L'expropriation présentée sous la forme d'une expropriation pour cause d'utilité publique au profit en réalité de simples intérêts privés a été retoquée par le tribunal administratif. Et voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une bonne nouvelle, c'est une annulation pure et simple de ce décret.
et pour reprendre les termes de l'article 3 du décret, lu en audience publique par la présidente, avec toutes les conséquences de droit. Donc c'est ce qu'il faut retenir, ce décret a été annulé. C'est une partie de la bataille qui est gagnée. Maintenant, il reste une voie de recours pour ceux qui défendaient la pertinence de ce décret. Eh bien, je leur souhaite bonne chance. Il y a un an, l'affaire Dikolo éclate au grand jour. Elle met en lumière une querelle foncière des plus complexes, impliquant un promoteur immobilier. L'affaire soulève alors une vague d'interrogations sur les procédures d'expropriation et le respect des droits fonciers des citoyens. L'expropriation pour cause d'utilité publique ne peut se faire que, ou ne devrait se faire, autant pour moi, que pour une cause d'intérêt général. Il se trouve que dans le cadre de l'expropriation de Dikolo Bali, eh bien, il y a eu des génies au ministère des Domaines qui ont pensé qu'ils pouvaient faire exproprier des populations pour installer un particulier qui avait certes un projet ambitieux, mais qui a jugé qu'il fallait passer en force. Et donc, on a abouti comme ça à ce qu'on appelle en droit un détournement de pouvoir, en droit administratif, un détournement de pouvoir, c'est-à-dire le fait pour une autorité administrative d'utiliser un pouvoir dans un but autre que celui pour lequel la loi l'a institué. Et donc, nous avons, sur la base d'une très vieille jurisprudence, un arrêt de la chambre administrative, l'arrêt Foudambala. Nous nous sommes appuyés dessus, et sur un autre arrêt, en tout cas qui cristallisait la même position, à savoir que une expropriation qui est faite dans les conditions qui étaient exactement celles de 1961, dont de l'arrêt Foudambala, eh bien, c'est une expropriation qui n'a rien à voir avec l'utilité publique, parce qu'elle sert en réalité des intérêts privés. Aujourd'hui, cette décision de justice est grandement saluée par les victimes de Dikolo, qui se battent pour obtenir réparation depuis la destruction de leur habitation. Oh, la nouvelle, c'est plutôt une bonne nouvelle. Elle a été accueillie dans la joie, vraiment dans la festivité. Parce que c'est quelque chose qu'on attendait, c'est une décision qu'on attendait depuis. Depuis un an, nous sommes dehors, les familles sont dehors, disloquées et tout. Et là, avec cette nouvelle, le combat continue. Il commence à peine. Là, il commence vraiment. Cette joie, nous la devons au chef de l'État, qui a écouté nos cris, qui a écouté nos pleurs, parce que nous avons cessé de faire appel à lui. Nous avons chaque fois demandé qu'il écoute nos cris, qu'il écoute nos pleurs. Aujourd'hui, il a écouté nos cris, il a écouté nos pleurs. Et c'est lui le père de la nation. Et la victoire, cette victoire, nous la lui dédions au chef de l'État. Nous lui disons merci, mais qui continue pour que les habitants de Dikolo retrouvent effectivement leur terre. Notons cependant que la partie adverse peut faire recours devant la chambre administrative de la Cour suprême. Donc, pour l'instant, la justice a rendu son verdict là-dessus, le tribunal administratif de Douala. Ça vous suscite un commentaire, oui. Cette actualité? Ça me suscite même plus qu'un commentaire, une réflexion. D'accord. Une réflexion sur la question foncière. Parce que ce que vous voyez là, c'est en fait là, le résultat aussi, comme je l'ai dit. Il faut toujours partir d'une analyse globale, si on veut comprendre ce qui se passe. Il y a la question foncière, d'ailleurs, n'est pas seulement une question camerounaise. Oui. Parce que vous savez, la terre est une richesse, est un bien. Et ces biens-là a toujours fait l'objet de discussions entre les États, entre les individus, entre les communautés.
voyez, il y a parfois de véritables guerres à cause de la terre. Donc, on doit adresser la question de la terre avec beaucoup de sérieux. Faut-il légiférer là-dessus? Il faut d'abord que l'on fasse appel à la sociologie. Je vous ai dit, toute chose que nous devons faire dans notre pays doit avoir une base scientifique. Mamadou Koulibaly, qui est un économiste, qui est un fervent combattant contre le franc CFA, et président d'un parti politique en Côte d'Ivoire, a émis une idée sur la question. Il a proposé qu'il y ait un plan cadastral national dans leur pays. Ça veut dire qu'il faut revenir à la question de la propriété et l'adresser avec beaucoup de précision. C'est-à-dire, monsieur Dipita, là où vous êtes là, vous avez une famille. Votre famille doit connaître sa propriété. Et que cette propriété soit bien clairement tracée et matérialisée. C'est-à-dire, vous devez avoir un titre de propriété. Dans mon village, en Cormius 2, je devrais avoir un titre de propriété. C'est-à-dire, chaque Camerounais doit avoir un titre de propriété. Sinon, vous n'avez aucun droit. Parce que c'est le titre de propriété qui vous donne le droit. Absolument. Donc, il faut arriver à faire en sorte que... Parce que cette situation, qu'est-ce qu'on voit souvent? Vous êtes chez vous, dans un village, vous voyez des gens débarquer avec des papiers. Ils disent, nous avons une concession forestière ici. Nous avons une assiette de coupe ici. Bon, on va vous faire un stade, on va vous construire une école, et puis nous, on va prendre le bois, on va partir. On voit ça partout. Vous allez à Nangaï Boko, vous êtes là, je vous dis non, il y a des Chinois qui vont faire 10 000 hectares de riz et tout ça. Ce terrain appartient à qui? On n'a jamais véritablement, on ne s'est jamais entendu réellement. C'est bien pour cela que c'est regrettable que dans une situation comme celle-ci, qu'on soit obligé d'arriver à des situations où on nous dit que on vient de trancher. On ne devrait pas arriver à ça. C'est-à-dire que ce propriétaire, ce monsieur qui voulait avoir ces terres, allait au cadastre. On lui disait que les terres-ci appartiennent à la famille Dipita. Ok? Si tu veux faire ton hôtel, va négocier avec la famille Dipita. Et la famille Dipita, donc, propriétaire de ces terres, a aujourd'hui à Douala. Mais pour le cas de Dikolo, ce sont des informations qui n'étaient pas inconnues. Hein. Les propriétaires sont connus, le site est connu. Non, mais précisément, ce n'est pas très clair parce que quand on parle d'utilité publique qu'on a exproprié, ça veut dire que, écoute, est-ce que les gens là, qui étaient propriétaires de la terre, avaient été contactés par l'État, puisque c'est l'État qui l'a exproprié, qui souhaitait l'avoir exproprié. Il dit, bon, monsieur Dipita, vous êtes propriétaire de Dikolo là. Il y a un projet ici. Nous voulons, est-ce que c'est possible? Donc, il y aura donc une tripartite. D'accord. Il y a Dipita, famille, il y a les investisseurs, et il y a l'État, qui est un peu comme le régulateur. Pour vous, il faut que la question soit dressée. Oui, et vous, vous partez. Si vous êtes d'accord, ils vous donnent l'argent. Et vous tombez sur les termes de référence, les termes, les conclusions d'un accord conventionné, très bien enregistré par les notaires et tout, de sorte qu'à la fin, lorsque ce monsieur vient s'installer, qu'il n'y ait pas de graissement dedans. Moi, je pense qu'il faut aller droit vers cette solution, qui est une solution de l'appropriation par les Camerounais de leur Cameroun, de leur terre. En un mot, une autre actualité de la semaine, la Libération, vous en avez certainement entendu parler, du professeur Bruno Bokolo-Ebé, l'ancien recteur de l'université de Douala, économiste de très haut vol, bien connu, qui a été comme ça relaxé, on peut le dire, pour fait non établi par le tribunal criminel spécial après 5 ans de détention. Il n'était d'ailleurs pas seul, il y a également le professeur Aïna, que je connais également bien, le professeur Bokolo qui m'a enseigné l'économie. Il m'a enseigné l'économie, c'est un brillant économiste. Je pense que d'abord il faut saluer ça. Il faut saluer ça parce qu'en réalité,
ça le blanchit. Ça le blanchit. Il a certes passé 5 ans, mais il faut dire que sa sortie, sa libération, bien qu'il ait souffert 5 années, le blanchit aux yeux de la société. Absolument. Et il faut que ce soit réparé. Parce que si on l'a blanchi, il faut qu'on répare ça. Et je pense qu'il y a peut-être, je ne sais pas comment ça se passe pour réparer ça. Dans le cas du Cameroun, je crois que le président de la République et le gouvernement savent réparer ça. Soit on le remet en selle, en fait, on va s'arranger pour qu'il revienne, il retrouve sa dignité dans notre société. Et je pense que là aussi, il faudrait maintenant aller interroger comment on conduit cette opération épervier. Parce qu'en réalité, là, c'est une faiblesse de l'opération épervier qu'on est en train de révéler. Et on a quand même pris un agrégé d'économie dans un pays qui est un pays de droit. On a pris un professeur, ancien directeur, je crois, de l'école polytechnique, directeur à Douala de l'IUT, des personnalités, des intellectuels de haut vol. On les a gardés en prison pendant 5 ans. Cela devrait interpeller très fortement la juridiction, les juridictions qui se sont occupées de ce sujet. Il y a une légèreté grave que peut-être nous allons devoir décrire. Et je crois que c'était le travail, c'est les œuvres du CONSUP, je crois, qui sont à la base de ce travail juridique que l'on peut commencer à récuser. On peut se poser la question sur la qualité et la compétence. Est-ce qu'on doit encore laisser ce CONSUP entre ses mains des cas aussi délicats? Contrôle supérieur de l'État logé au... Oui, le contrôle supérieur de l'État qui dépend de la présidence. Absolument, ministre délégué. Il faut se poser la question, est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement lui donner un rôle simplement de contrôleur ou bien d'auditeur, et puis déposer tout entre les mains de la justice. Je crois que même les notions comme le détournement doivent avoir une connotation aujourd'hui beaucoup plus élaborée. C'est-à-dire que quand on dit faute de gestion, qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce que la personne qui achète une voiture a la place d'avoir construit une maison? Si les deux choses sont dans le même budget et que la maison appartenait à l'éducation de base et que la voiture aussi à l'éducation, est-ce que cette personne a volé? Est-ce que ceci mérite qu'on le mette en tôle, etc. Je pense qu'il faut revenir vraiment en profondeur pour que ce genre de situation ne soit pas répété. Justement, vous parlez du contrôle supérieur de l'État. On va se rappeler donc de cette décision, le Conseil de discipline budgétaire et financière qui a condamné le gestionnaire du patrimoine des entreprises ex-ONCPB, ONPC, Régie Fercam, on parle bien du cabinet Atout, a versé près de 13 milliards de francs CFA au trésor public au titre de sanction. Mais peut-être avant de rentrer dans les contours de cette décision, vous avez en son temps suivi ces questions de liquidation et privatisation au Cameroun. Je veux dire, comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce qui pousse le Cameroun à se débarrasser comme ça, a priori, des entreprises qui à un moment étaient porteuses, qui ont fait tourner l'économie nationale, le cacao, le café et bien d'autres? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Alors, je vais également vous dire que c'est une question qui me préoccupe depuis la fin des années 90 et des années 90. Lorsque notre pays rentre dans le tunnel de la crise mondiale, provoquée par la mutation des économies, qu'on passait de l'économie de l'époque de la guerre froide vers une économie unilatérale avec comme fondement le néolibéralisme. Et nos pays, effectivement, ont été embarqués dans cette nouvelle spirale il faut le dire, qui allait à une vitesse exponentielle. Et nous ne pouvions vraiment pas faire face à des petits États qui n'avaient pas d'instruments de pilotage pour soutenir une telle activité. Donc,
Il se trouve que le pays, jusqu'en 1990, comme je vous ai dit au départ, nous vivons dans la béatitude. Absolument. La béatitude, moi je me souviens, on avait de l'argent, il y avait les bourses d'études, etc. Et puis subitement, on tombe. Comment on tombe? Ceux qui gouvernent le monde et qui ont décidé de changer de modèle économique mondial avaient préparé leur coup et avaient joué sur les matières premières. Sachant que nos pays vivaient essentiellement de matières premières, ont fait chuter les cours. Et ce qui a asséché les caisses de nos États. Il faut bien comprendre. Parce que vous me donnez l'opportunité de bien expliquer une chose que nous avons suivie de près en tant qu'économiste, en tant que journaliste économique et en tant que consultant dans les programmes de développement. Et nous sommes donc entrés dans une affaire où les grands usuriers mondiaux, notamment le Fonds monétaire, nous ont introduits dans ce que j'appelle souvent le tunnel de la galère. Et il était question de nous appauvrir avec des programmes qu'on disait des programmes d'ajustement structurel. Et la technologie de base consistait pour les uns et les autres à faire en sorte que de temps en temps, quand vous vous sentez déjà un peu étouffé, on vous donne une bouffée d'oxygène. On vous prête de l'argent. Évidemment, c'est de l'argent prêté à des taux usuraires. Absolument. Et c'est comme ça qu'on va nous amener progressivement vers ce qu'on recherchait, c'était quoi? Libéraliser les économies avec des notions nouvelles comme la compétition, la compétitivité. Et le Cameroun, donc, à un moment donné, s'était retrouvé dans une situation où on disait que notre dette était insoutenable. Et on nous a proposé quoi? Une affaire qui s'appelait l'initiative PPT. Nous sommes entrés dans... Pour la demande, pour accéder à l'initiative, nous avons fait de 97 à l'an 2000. Il y avait 3 ans. Et il y avait, dans le timing, vous atteignez dans le point de décision qui signifiait que maintenant, vous êtes apte à entrer dans le club des pays pauvres très endettés. Donc, vous voyez, on faisait un concours, on se battait, on se formait pour entrer dans le club des pays pauvres très endettés. Et là, donc, quand vous êtes là-dedans, il y a donc une discipline que les bailleurs de fonds vous imposent. Les questions de gouvernance dont on parle aujourd'hui partent de là. Il faut privatiser l'économie. Mais ici, que signifiait privatiser? C'est vrai que nos économies, nos sociétés d'État qui étaient créées, notamment surtout pour améliorer, pour donner du boulot, c'était davantage des politiques sociales qui engendrait les sociétés d'État à l'époque. Mais on avait la certitude qu'il n'y avait pas de problème, on avait de l'argent qui provenait de l'ONCPB notamment et qui subventionnait ces sociétés-là. C'est une manière de voir les choses. Mais lorsqu'on rentre maintenant dans le nouveau modèle, on veut rendre ces entreprises performantes comme si c'était des entreprises privées. Et on conclut donc que ces entreprises ne sont pas viables parce qu'en réalité, le paradigme qui les conduit désormais n'est plus le même. Parce qu'en fait, c'est des entreprises à caractère, à vocation sociale. Recruter les Camerounais. Et je pense que le premier président, M. Biya, était d'ailleurs son premier ministre. Absolument. Donc, c'est des gens qui avaient... On leur dit non, vous ne pouvez... Et si vous voulez avoir notre soutien, puisqu'on nous avait déjà appauvris, vous voulez avoir notre soutien, privatiser. Il faut privatiser. Et privatiser signifie quoi? Vendre vos sociétés. Parce qu'il faut rappeler aux économistes et même à tout le peuple que privatiser ne signifie pas vendre les sociétés. Privatiser une économie signifie transformer l'économie de sorte que la priorité de la production vienne entre les mains des privés. Pardon. C'est-à-dire, par exemple, qu'on pouvait décider de mettre en place une banque de la privatisation de l'économie camerounaise qui finance toutes les initiatives privées. On dit désormais, l'État ne fait plus de maïs, l'État ne fait plus de blé. Mais si M. Dipida veut faire du blé, il monte un projet, il est une entreprise privée, il va là-bas à la banque de privatisation qui lui donne de l'argent et l'initiative de la production revient donc aux citoyens. Mais cette curieuse privatisation qui est arrivée était le démantèlement systématique de l'ancienne économie conduite par les pères fondateurs. Et
de démantèlement sans audit préalable. Un audit sérieux. C'est-à-dire que si vous voulez faire tomber une entreprise qui a, prenons la Régie nationale des chemins de fer, il faut amener cette Régie nationale des chemins de fer à se rendre d'abord performante. Donc on lui dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire problème ici? Vous vivez de subventions. Et vous grevez l'argent parce que vous n'êtes pas productif. On dit, bon, on doit vendre cette entreprise. Mais on peut aussi dire à la régie que vous avez des biens qui ne sont pas valorisés. La Régie nationale des chemins de fer du Cameroun avait, par exemple, des terres. Vous voyez l'immeuble Djega, l'immeuble à l'échangeur sur le plateau de Bonanjo. Absolument. C'était un immeuble qui est sur les terres de la Régie nationale des chemins de fer. Mais, juste à côté du lieu dit d'ailleurs Dikolo. Dikolo. Et cet endroit-là, le mètre carré a plus d'1 million de francs. Ça veut dire qu'on pouvait recapitaliser la régie. Absolument. Et il suffisait de faire en sorte que toutes ces terres-là prennent de la valeur avec des titres fonciers bien élaborés et que ça serve d'hypothèque auprès des banques. Donc, on aurait pu recapitaliser. On ne l'a pas fait. Ce qu'on a fait, on s'est mis à vendre des sociétés pratiquement aux francs symboliques. Parce que lorsqu'on vous donne les chiffres, c'était quelques miches de pain pour vendre la Sonel, pour vendre la régie, pour vendre... Alors l'ONCPB, c'est un véritable scandale. C'est le scandale des scandales. Et je pense donc qu'on en est arrivé là parce qu'il fallait muter l'économie, mais tout a été fait pour que l'Occident, les grandes puissances, l'économie mondiale, l'économie des multinationales, l'économie de conquérantes, des impérialismes nouveaux, mettent la main à nouveau sur l'économie camerounaise. Il faut le dire, qui est une économie extrêmement prospère. D'accord, vous parlez du scandale de l'ONCPB. Je voudrais donc revenir sur l'actualité récente, je l'ai dit tout à l'heure. À travers une décision datée du 20 avril dernier, le Conseil de discipline budgétaire de cette institution, en fait du CONSOPé, condamne donc le cabinet Atou à exactement 12,8 milliards. Donc près de 13 milliards à verser au Trésor public pour des fautes de gestion commises dans le cadre de la gestion des actifs résiduels de l'ex-régie FERCA ou NCPB sur la période 2006-2021. Le CONSOPé lui reproche, entre autres, le non-respect des exigences en matière de reporting et contrôle, l'aliénation des immeubles de l'ex-NCPB sans qualité ni autorisation, la minoration des valeurs réelles des superficies de parcelles de terrain, objets de cession, l'utilisation par le mandataire des biens du patrimoine résiduel à titre gratuit et le non-reversement de la quote-part sur les recettes locatives. Alors, moi, la première question que je voudrais poser à ce sujet, je veux dire que ni la régie, ni ONCPB, ni ONCC n'étaient les seules entreprises à connaître ces réformes, ces privatisations. Mais pourquoi est-ce que le cas du cabinet Atou revient assez régulièrement? Qu'est-ce qui fait problème? Je veux dire que je voudrais préciser que en 2006, lorsque ce cabinet, pour les recherches qu'on a pu faire, s'intéresse à cette affaire, les actifs sont autour de 105 milliards. En 2021, plusieurs années plus tard, on se retrouve à plus de 285 milliards. Il faut bien expliquer clairement les choses. Parce que d'abord, mettre le propriétaire de ce cabinet, M. Atou, c'est un jeune. Parce que quand on parle de lui, les gens peuvent penser qu'il a peut-être mon âge. D'accord. Quand on commence les privatisations au Cameroun, M. Atou est encore un lycéen. Donc, il ne faut pas qu'on nous donne l'impression qu'on veut déposer sur ce jeune homme toutes les turpitudes du processus de privatisation, liquidation au Cameroun, du Cameroun. C'est-à-dire que les premières liquidations, c'est l'OCB, je crois, à Njombe Penja, où, effectivement, ça avait déjà commencé. Les premières liquidations. Et nous sommes dans les années début 90. Absolument. Je pense qu'on ne parle pas encore de M. Atou et du cabinet Atou. Il y a donc, quand vous partez de 90 à 2006,
de l'eau a coulé sur le pont au moment où ce jeune homme arrive. Nous, on fait le calcul, hein, ça fait 26 ans. Absolument. Alors, entre-temps, les privatisations ont été faites et clôturées. Il faut bien comprendre. 90-2006, 16 ans. Oui, non, 2000, c'est 26 ans. C'est 26 ans. D'accord. Quand vous prenez 16 ans. 16 ans. 16 ans, oui. Oh, oui. Moi, nous avons 16 ans. Oh, Voilà. oui. 90, 2000, 2006. 2010. Oui, ça c'est fait 16 ans. En fait, 90... 2006, ça fait 16 ans. exactement, voilà, pour qu'on soit... Alors, 16 ans, il n'est pas là. Et 2006, lorsque cette notion, parce qu'on dit les actifs résiduels, c'est-à-dire ce sont les résidus des actifs. Et qui qualifie tout cela? Qu'est-ce qui donne, qu'est-ce qui crée? Et la notion de résidu, c'est le cabinet Atou qui introduit cette notion, qui vient faire une proposition. Il dit, bon, moi, vous avez clôturé. Et il y a un arrêté signé du ministre Abba, qui clôture. C'était d'ailleurs, comme vous l'avez dit, la seule société. Donc, on ferme et l'État dit, c'est bon, c'est fermé. Et quand on ferme, en faisant le point, il y a 3 sociétés qui intéressent Maître Atou, que nous avons rencontrées. Et pourquoi? Parce que lui, il se trouve qu'il a travaillé comme assistant de certains liquidateurs. Et au moment où on clôture, il se rend compte que non, il y a les résidus là que nous, on peut continuer à rechercher. Le gouvernement lui dit, bon, ok, vous signez, nous signons avec vous une convention, vous allez chercher les résidus, et puis ces résidus-là, vous nous aidez à apurer le passif. Si vous trouvez des choses là-bas intéressantes, vous appuyez le passif. Mais ce que nous, on a en ce moment, qui est resté, et que nous allons transformer en argent pour payer, c'était 65 milliards. D'accord. Ça, c'est ce que l'État avait dans son escarcelle. Ok. A dit, après la clôture, il dit, bon, nous, on pense qu'on peut encore trouver. Il dit, bon, si vous trouvez, c'est à vos charges, risques et périls. C'est écrit, comme je vous dis là, dans la convention que j'ai eu la chance de lire. Vous allez travailler, cabinet Atou, à vos charges, risques et périls. Pour cela, il y a un pourcentage. Si vous trouvez des moyens, des choses, vous prenez un pourcentage pour vos charges, risques et périls, et un autre pourcentage, vous réglez les passifs des différents clients ayant droit et autres qui gravitent autour de cette affaire. C'est donc comme ça que Maître Atou se met à travailler. Et il se met donc à travailler et à rencontrer d'autres actifs, ici et ailleurs. C'est-à-dire que vous allez, les terrains, vous allez avoir des immeubles au Cameroun, en France. Il va donc faire le point progressivement et il va ramener les résidus pour 220 milliards. Les résidus. En fait, ce qui n'avait pas été au préalable identifié par l'État à la clôture. À la clôture. D'accord. Il prend ces résidus sont donc là. Mais au fur et à mesure qu'il avance, donc, il paye les ayants droit. Il paye avec quoi? En capitalisant, en transformant ces résidus en argent. Vous avez les gens de l'ONCPB, vous avez les gens de la régie, vous avez les gens de l'ONPCC qui payent les travailleurs, les droits sociaux, ils payent les fournisseurs, des choses comme ça. Donc, voilà le job. Donc, quand on le condamne, il n'a pas comme mission de reverser l'argent dans le haut trésor. Vous comprenez? Parce que le trésor ne connaît pas cet argent. Le trésor a dit, l'État a dit, nous on a fermé les privatisations. Nous, bon, comme tu dis que tu peux le faire, tu le feras à tes charges et risques et périls. Mais si tu trouves, tu prends telle partie pour tes charges et risques et périls, et telle autre partie, tu payes et tu désintéresses le passif de ces entreprises. Voilà. Maintenant la question, pourquoi alors des gens ne se
s'intéresse tellement à ces trois sociétés. Alors que l'État du Cameroun, je vous donnerai des documents au moment venu. Dans mon ouvrage que j'ai écrit sur le cacao, j'ai ici un document, ça c'est l'arbre de l'ONCPB. Vous présentez pas les documents non identifiés à... Voilà. Voilà. Alors ça c'est l'arbre de l'ONCPB, qui est connu. Cette entreprise, à la fermeture, avait 59 milliards au trésor. Bon, il y avait beaucoup d'argent. Elle avait financé pratiquement une quarantaine de sociétés d'État, y compris les privés. Donc, elle a fermé. Pourquoi? Personne ne nous dira aujourd'hui qu'est-ce qui a poussé d'ailleurs qu'on la ferme. L'ONPCC a fermé. Et alors, vous avez ici, si j'avais, je ne peux pas vous citer, c'est de près de 200 entreprises de l'État. Qui gravitaient autour. Qui gravitaient autour de l'ONCPB, y compris d'autres entreprises d'État. Mais pourquoi ne s'intéresse-t-on pas aux résidus de ces autres sociétés? Pourquoi ne s'intéresse-t-on qu'aux résidus des trois sociétés, ex-ONCPB, ex-ONPCC, ex-Régie Je renvoie la question. Pourquoi? Alors, moi je pense dans mon analyse que c'est parce que le cabinet dérange. Comment cela? Il dérange en ce sens que il fouille partout. Et ils veulent qu'il arrête de fouiller. Parce que lorsqu'il fouille... Autrement dit, vous avez le sentiment qu'il y a, pour reprendre le terme, des actifs existants, oui, mais non officiellement connus, et que les occupants actuels ne voudraient pas mettre en lumière, et le cabinet, lui, viendrait comme ça fouiner son nez dans une affaire qui... Je ne le dis pas seulement par... Je ne devine pas. Si vous suivez avec nous la démarche actuelle, ce cabinet a été persécuté dès 2006-2007. Le chef d'État camerounais s'étant rendu compte, le président Biya, s'étant rendu compte qu'il y avait une histoire de résidus. Il a dit, mais faites-moi... Il a écrit une note que nous avons. Est-ce qu'on peut avoir l'audit de toutes ces entreprises-là? Cet audit n'a jamais été exécuté depuis 2007. L'audit a quand même été réalisé. Jamais réalisé. Le président a écrit bien vouloir me réaliser l'audit de toutes les privatisations et liquidations. Ça n'a pas été fait. Mais seulement, les trois sociétés-là ont été auditées par un groupe de travail interministériel. Et ils n'ont audité que les trois sociétés en question. Hein? Mais ça veut dire que, en fait, si on veut être logique minimalement, on devrait se dire, mais si trois sociétés abandonnées nous produisent des résidus d'une telle dimension, mais allons nous intéresser aux autres sociétés. Ça veut dire que nos résidus-là, si trois sociétés nous produisent des résidus de plus de 220 milliards, que produiraient 100 sociétés? Et au fur et à mesure, donc, le cabinet avance, parce que nos informations montrent que le cabinet s'est mis à récupérer d'abord l'immeuble Shell Yaoundé qui avait été vendu. Il y a apparemment à Douala même, à Bédi, là vous voyez les deux immeubles de l'ONPC à côté du stade, à Bépanda. Vous retrouvez là-bas ces 12 hectares qui ont été... Et curieusement, lorsque vous approchez le promoteur du cabinet, il vous dit, il y a un problème, c'est que je suis le seul à vouloir récupérer les biens de l'État et je suis combattu par le CONSUPE. Mais les gens même qui ont pris ces biens-là, qui les détiennent, sont tranquilles. Exemple, l'immeuble Djega est sur un terrain de la régie qui est supposé être 5000 mètres carrés, mais qui a 1 hectare, mais qui a coûté 39 millions. Cet endroit, c'est plus du milliard.
Il dit, mais moi je suis en train de vouloir récupérer ça. Au lieu que le CONSUPE m'aide à récupérer les biens de l'État, bon, puisqu'il prétend que ce sont ses biens, il me persécute et personne ne s'adresse aux gens qui ont acheté cet espace à 39 millions. Il y a donc un paradoxe entre un privé qui se bat pour sauvegarder et pour prendre les biens de l'État et la structure de l'État même qui est chargée de protéger ces biens. Et vous avez le MINCAF et autres qui sont supposés être dans cette affaire, mais on n'a pas l'impression que ça les intéresse particulièrement. Vous allez à Paris, par exemple, l'immeuble 1CPB à Paris produit 157 millions tous les ans. Et cet immeuble, cet argent est géré par qui? On n'est pas cité, non. Pas par l'ONU. Non, en tout cas, pas par le cabinet à tout. D'accord. Je ne cite pas les noms, ce n'est pas un tribunal. Absolument. Mais ce que nous observons, c'est que c'est un bien qui est abandonné. Et lorsqu'on va à Paris et qu'on le retrouve, c'est plutôt un travail positif effectué par ce cabinet. Mais la question, c'est pourquoi on les persécute? Je vous ai dit, sûrement, il dérange parce qu'au fur et à mesure qu'il avance, il va sûrement tomber sur des choses qui vont être renversantes et les gens prennent peut-être... Mais finalement, 25 ans après, je veux dire que cette affaire a été confiée à ce cabinet, est-ce que c'est une bonne chose pour notre pays? Je veux dire, en même temps, il se dit, je ne suis pas dans vos confidences, je n'ai pas mené les mêmes enquêtes que vous, ouais. Que le cabinet à tout, c'est aussi le dos rond de certaines personnalités qui, sait-on jamais, en profitent. Bon, ça c'est une question que, à la limite, mais lorsque j'observe l'évolution, en réalité, on ne devrait même pas avoir un problème là-bas. Est-ce que 25 ans après, c'est une chose positive pour notre pays? Oui, oui, oui. En quoi? En ceci qu'au moins on retrouve les biens qui appartiennent à l'État du Cameroun, donc aux Camerounais, et qui ont été spoliés. Je vous ai donné un chiffre, vous le connaissez. Lorsque quelqu'un ramène 220 milliards aux caisses, il ramène le patrimoine, le rend visible, je lui ai posé la question, il m'a dit, moi je pense que ce patrimoine peut devenir un fonds d'investissement pour le pays. Oui, c'est-à-dire qu'on crée carrément un fonds d'investissement sur la base de ces résidus. Et ça, c'est une proposition qu'il lui fait. Et que, effectivement, ça devient une caution pour l'État du Cameroun, pour les gens qui veulent s'endetter. L'État peut leur valablement dire, moi j'ai une caution de plus de 1000 milliards, par exemple, si on venait à rechercher tout. Et je veux dire que votre question est très pertinente, parce qu'en fait, ceux qui s'intéressent à cette activité n'ont pas le droit de le faire. Ça dit qu'en réalité, on aurait dû laisser soit mettre en place un audit permanent pour voir comment il fonctionne, parce que c'est une société normale, avec un audit qui contrôle, pour voir, en lui donnant régulièrement la ligne de conduite et de gestion à tenir. Mais on passe à une autre économie. On le laisse, on lui confie même l'audit général, puisqu'il en a de l'expertise maintenant. On lui confie l'audit, on dit, bon, on va voir ce qui s'est passé à la Sodecoton, on va voir la Sodecoton. N'empêche que le CONSUPE l'accuse de braderie. Je veux dire que dans les transactions, qui c'est peut-être avec des individus, avec ses actifs résiduels entre les mains, le cabinet à tout ne les vend-il pas? Il y a quand même une accusation réelle de braderie autour de cette affaire. Je pense que nous sommes dans un pays organisé. D'accord. Lorsque le Premier ministre, chef du gouvernement, commet un groupe de travail dans lequel se trouve le CONSUPE, et que les conclusions de ce groupe de travail donnent le quitus au cabinet à tout, ok? Il n'y a plus de raison que le CONSUPE revienne sur cette affaire. Et ce qu'il faut dire ici, c'est que le CONSUPE a créé un nouveau concept qui parle d'une braderie théorique. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun élément matériel. Et c'est normal. Pour avoir des éléments matériels, par exemple, les titres fonciers qui sont en train d'être établis sont établis grâce au cabinet.
C'est lui qui devrait tout vous donner. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous voulez connaître quoi? Mais il passe à des évaluations théoriques. Ils disent, bon voilà, l'immeuble de Douala peut, lorsqu'on le regarde, peut produire peut-être 100 millions par an. On dit, il doit 100 millions. On n'accuse pas... Il n'y a pas eu d'expertise. Il n'y a pas une expertise sérieuse, il n'y a pas... C'est un travail de fond. S'ils tiennent à faire ce travail, qu'il y ait un travail, en réalité, qui n'a pas de place aujourd'hui, parce que le groupe de travail... Le groupe technique interministériel. Et le Premier ministre, par son secrétaire général, a écrit à la présidence pour féliciter le travail effectué par le cabinet. Je pense qu'on veut nous distraire. Et je ne sais pas pourquoi. Et ça ne peut être que pour des raisons pas toujours bienveillantes. Bon, maintenant, si le cabinet Atou a géré autant de milliards, 285 milliards, je veux dire... C'est un patrimoine qui est là. Il n'a pas transformé. C'est un patrimoine, c'est des titres fonciers, c'est des immeubles, il y a très peu d'argent dedans. Mais n'empêche qu'il lui est reproché de n'avoir pas non plus reversé dans les transactions l'argent qu'il a obtenu au trésor public. Et ça ne faisait pas partie de sa mission. Selon le contrat avec l'État. Voici la mission, je reprends. L'État du Cameroun a lancé un programme de privatisation et liquidation. D'accord. En 2006, l'État du Cameroun déclare la clôture. C'est-à-dire que c'est fini. Comme vous le voyez, comme on se plaint pour les autres sociétés, si M. Atou ne s'était pas intéressé avec son cabinet aux 3 sociétés, on n'en parlerait pas. Absolument. Donc, en réalité, c'est pour ça qu'on appelle ça les résidus. Mais il se trouve que ces résidus sont devenus très importants. Donc, en fait, j'explique clairement qu'il arrive, on a clôturé. Il dit, nous voulons faire quelque chose qui s'appelle les actifs résiduels. C'est-à-dire, s'il y a des choses qui vous ont échappé, nous, on va le faire. Il rentre donc avec un contrat avec l'État qui lui dit, ce que tu vas faire là, ne viens jamais nous demander de l'argent. OK? C'est à tes charges, risques et périls. C'est écrit. Moi, j'ai lu, c'est écrit, article 1er. Alors, l'État du Cameroun attend que, bon, et maintenant, ce que vous allez recouvrer, payer les ayants droit, régler les problèmes sociaux de ces sociétés-là. Il n'est pas dit, vous allez venir reverser l'argent. Mais tel que vous présentez les choses, vous donnez l'impression que le cabinet a tout clean, tout blanc dans cette histoire. Je ne veux pas faire de commentaire là-dessus, mais je veux dire... Mais ce n'est pas mauvais de le dire. C'est-à-dire que le débat aujourd'hui est le suivant. Est-ce que le CONSUPE a qualité, par exemple, pour condamner le cabinet Atou? Non. Pourquoi? Parce que la Cour suprême a réglé ça. Vous lisez le livre du procureur Ndioro. Ils n'ont pas qualité. S'ils estiment qu'il y a des problèmes, ils envoient à la justice. Nous sommes un état de droit. Il ne faut pas qu'il y ait des abus. Nous avons constaté ça. Vous ne vous arrêtez pas, vous dites non. Vous dites, bon, voilà comment nous voyons l'affaire. Bon, justice du Cameroun, chambre des comptes, etc. Si je comprends bien, oui. Les décisions prises par le CONSUPE, en termes de sanctions, oui. Parce qu'on en a, on en entend d'ailleurs. Ce n'est pas la première fois, le cabinet Atou n'est pas seul dans cette histoire. Bien sûr. D'ailleurs, dans tout ce qui est opération épervier, oui. On retrouve au centre de cette affaire le CONSUPE, surtout avant que le tribunal criminel spécial n'entre en exercice. Voilà. Et même aussi depuis qu'il est en exercice. Alors, je vais vous lire... Alors, vous dites que les sanctions prises... Je vous lis l'article. D'accord. Je vous lis le livre. Ça, au moins, on peut le présenter. C'est le livre de l'exercice du ministère public à la juridiction des comptes au Cameroun. Luc Ndjodo. Je pense que ce n'est pas un inconnu. Non, du tout. Bon, en cette matière. Il dit ceci à la page 36. En cas de découverte d'une faute de gestion par les services du contrôle supérieur de l'État, il appartient à ces derniers de transmettre le dossier à la juridiction des comptes compétentes. La décision que rendrait le Conseil de discipline budgétaire et financière en la matière est désormais frappée de nullité. Le juge des comptes compétent est celui du lieu de la commission des faits. Je rappelle que Luc Ndjodo est
Le procureur général près la Cour suprême. Je pense qu'il n'y a pas au-dessus de lui quelqu'un qui puisse dire ces choses avec autant de force. Donc, ce que nous disons, c'est que nous ne venons pas ici pour dire que le cabinet est tout blanc. Ce que nous disons, c'est qu'il fait un travail utile, dans ce sens que il a fait gagner, enfin, il a retrouvé beaucoup du patrimoine de l'État qui était en perdition. Nous disons qu'à côté de ça, il se peut, c'est une entreprise, peut-être qu'il y ait une conduite plus ou moins orthodoxe, mais que cela ne peut pas relever d'un consuper qui a fait, d'après Maître Atou, 21 contrôles. 21 contrôles là-bas. C'est quand même une sorte de harcèlement pour un cabinet qui a quand même retrouvé 220 milliards pour l'État du Cameroun. Je pense quand même qu'on devrait s'interroger sur cette manière de fonctionner. Et donc, nous ne sommes pas... Comment vous comprenez cette attitude du contrôle supérieur de l'État? Je dis, ils sont quand même des fonctionnaires. Ce sont des personnes qui, a priori, défendent les intérêts de l'État et essayent de s'intéresser à la... Bon, je ne voudrais pas être méchant, vous voyez, parce que nos fonctionnaires ont un problème véritablement de probité. Ça, il faut le savoir. Moi, je ne veux pas dire plus. Ce que vous devez comprendre, c'est que je vous ai dit qu'il y a des gens certainement impliqués dans les recherches du cabinet qui ne veulent pas que le cabinet avance. D'accord. Et nous plaidons pour qu'on confie à ce cabinet l'audit des privatisations dans le cadre des actifs, en lui disant, on vous donne tous les actifs résiduels à retrouver. Que ça prenne 10 ou 15 ou 20 ans. D'ailleurs, je pense que ils lui ont donné pour les actifs résiduels des 3 sociétés, je crois, jusqu'en 2025. Absolument. Quelque chose comme ça. Donc, il faut absolument qu'on change cette façon de faire, M. Dipita. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, nous avons dit dès le départ qu'il y a des gens qui ont été arrêtés, qui ont été relaxés 5 ans après. Parce qu'il y a des messieurs qui s'asseyent quelque part, prennent des frais de mission, et je vous rappelle que le cabinet Atou, ça c'est M. Atou qui me dit, ils ne sont pas payés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un salaire. Ils sont payés s'ils trouvent des résidus. C'est pour dire jusqu'où, effectivement, ce qu'on appelle charge, risque et péril. Donc, vous voyez donc une situation comme celle-là, où on ne veut pas lier la loi. Si vous venez, je viens, vous me dites, bon, M. Elundou, moi, vraiment, STV là, c'était ma maison, moi j'ai fini, je m'en vais. Vous allez, vous me dites, reste là-bas, c'est ta maison là-bas. Ce qu'il y a là-dedans ne m'intéresse plus. OK? Et puis je te dis, mais monsieur Dipita, même quand vous avez dit que ça ne vous intéresse pas là, il y a des gens là qui viennent me déranger parce que tu leur dois de l'argent. Est-ce que je peux... Bon, Dieu me dit, trouve-moi des choses là-dedans. Si tu as même un climatiseur, vends-le, tu payes. Vous voyez, c'est-à-dire, nous sommes un peu dans une situation, à peu près, si on simplifie les choses, qui est comme ça. L'État du Cameroun, au plus haut niveau, le patron de privatisation, c'était le ministre Abba. Il a été suivi par le ministre de des Finances. Puis c'est M. Essimi Meigné qui est venu. Ils ont dit, on clôture. On a clôturé. L'arrêté ou le décret, c'est pas de clôture, est là. Signé. Maintenant, la convention qui crée, parce que l'actif résiduel a créé au sein du comité technique de privatisation et de liquidation, a créé un comité ad hoc pour la gestion, pour le suivi de ces résidus. Donc c'est pour vous dire qu'il y avait une sorte de collaboration. Et qui sont les parties prenantes dans ce comité? C'était membre, je crois que le premier membre, je ne sais pas, j'ai l'impression que le comité n'est plus tout à fait actif, mais c'était M. Nkodozé à l'époque qui était très proche, qui était un fonctionnaire de la CTPL. D'accord. Les documents ont été signés. D'accord. Et je pense que au fur et à mesure que les choses ont évolué, la peur s'est installée. Parce que les gens n'avaient pas imaginé que les choses allaient prendre une telle tournure. Et que, effectivement, peut-être des gens s'étaient déjà positionnés dans certains projets, dans certains patrimoines, dans certains terrains, dans certaines maisons.
Ils avaient ciblé que, bon, voilà, bon, l'Est, ça ne regarde pas ça, ça ne regarde pas. Après, on va voir. Bon, maintenant, on a peut-être sous-estimé la capacité de fouineur. Le maître à tout qui se déplace, qui sort de Yaoundé, il va de Douala, il va à Yaoundé, il va, c'est pas partout. Mais finalement, qui est ce maître à tout? Il n'est pas beaucoup connu dans l'espace public. Hein. Je veux dire que... Ouais. Mais, vous savez, c'est un monsieur qui n'a pas de visage. Non, maître à tout, c'est un jeune. C'est un jeune... et je crois que c'est mieux qu'il se cache. D'accord. À mon avis, c'est mieux qu'il se cache parce que tel qu'on le persécute, parce que pour moi, j'appelle ça la persécution. Et le Cameroun, tel que je vois les choses fonctionner, je pense qu'il est même en danger. Et qu'il doit être protégé. Parce que ce qui se passe, rien n'est clair dans ce qui se passe. Vous avez signé un contrat avec l'État. Vous exécutez votre contrat. À un moment donné, l'État rentre. L'État entre et ressort. Le consupé, on ne sait pas comment il fonctionne, mais le Premier ministre vous donne des félicitations. Hein? On dit même peut-être qu'il faut vous décorer. Mais en même temps, le consupé vous pourchasse. Il y a une incohérence qui ne peut se justifier que par des enjeux occultes. Et comme chez nous, vous savez, chez nous, les choses sont telles que si vous avez des problèmes avec quelqu'un, il peut vous porter plainte à Yaoundé, à Douala, à Garoua. Et si vous dites à Garoua, comme moi j'ai porté plainte à Yaoundé, le gars de Garoua vous dit que ça ne m'intéresse pas. Donc vous pouvez voir une affaire comme ça où, un jour, le consupé vient avec des gendarmes et la force. Et parce que ce manque de cohésion dans le système est dangereux. On peut vous arrêter alors que vous venez d'être libéré. Et il y a un groupe qui vous dit, ben moi je vous prends parce que moi je suis du tel groupe. Et on peut vous garder 1 an ou 2 ans. C'est pour ça que je pense que c'est un jeune homme. Je vous ai dit qu'on ne peut pas lui faire porter tous les problèmes de privatisation parce que lui il arrive en 2006, je crois 2006-2007. Et quand il arrive en 2006-2007, c'est clôturé. D'accord. Il faudrait donc qu'on reparte dans les privatisations pour comprendre. Parce qu'au regard de ce que l'on voit, on devrait se dire, mais si les gens ont abandonné des choses comme ça pour 220 milliards, ça veut dire que sur les autres entreprises-là, il y a des choses à trouver. Et là, prenons l'un des derniers reportages de cette émission-là également. C'est un fait de société. Hein. Il faut faire attention, là, je t'appelle davantage la quiétude des téléspectateurs. Il faut faire attention à ces faux agents de l'entreprise distributrice de l'énergie électrique Eneo qui se présentent à votre porte et en fait, ils n'en sont pas en termes d'agents. Suivez plutôt. C'est l'histoire d'un groupe d'anciens techniciens sous-traitants d'Eneo, désormais sans emploi, qui ont décidé de mener des opérations clandestines sur le terrain. Ils utilisent leur téléphone, ils ont un code. Ils viennent, ils vous présentent le code, ils vont tout faire pour vous convaincre que vous avez une facture impayée. Il faut savoir le plus. Et ils vont vous convaincre à les payer et ne pas aller à l'agence Eneo pour les payer sur place. C'est l'un de leurs ex-collègues encore en service qui leur transmet des avis de coupure. Ils se rendent illico presto chez les abonnés concernés pour opérer. Ils sont venus sonner. J'ai demandé qu'ils sonnent à la porte. Ils me disent les agents Eneo. L'autre a dit qu'il veut filmer le compteur donc pour envoyer à la sonnelle. Je les ai fait comprendre qu'il y a les faux agents sonnelles dehors maintenant que je ne peux pas. Comme vu dont ils ont insisté, ils sont entrés. Ils me disent qu'ils veulent le bic avec la feuille. Je les ai fait comprendre que je n'ai pas le bic. Ils ont insisté qu'ils veulent la feuille. Je monte dans la cuisine pour prendre la feuille. J'avais une feuille à la cuisine. C'est là-bas que je me retourne, je vois déjà l'autre derrière moi. Je dis que mais qu'est-ce qui a inspecté la maison? C'est pas normal ça. J'ai un peu eu les sentiments qui ne sont pas clairs. Mon téléphone était sur la table au couloir. Je prends la main je vais prendre mon téléphone. Son frère pousse une fois. Le téléphone, ça tombe sur la table. C'est en ce temps-là que celui qui était derrière moi, il a arrêté mon cou. Et l'autre qui était devant, il a arrêté ma bouche. J'ai commencé à crier, bandit, sauvez-moi, je vous ai fait quoi? C'est là-bas qu'ils m'ont mis par terre. Il a sorti le tournevis dans sa poche. Il m'a poignardé au nez. Dès qu'ils ont vu comment le sang a commencé à couler, franchement, ils sont partis. C'est leur même complice qui leur livre le matériel de travail qui a été saisi à la suite d'une enquête diligentée par la première région de gendarmerie. Ils ont été interpellés dans la ville de Yaoundé, c'est des environs. C'est grâce
au travail des hommes du SSJ sur la supervision du général, où les gars ont travaillé acharné jour et nuit. Ils ont été interpellés. Et ils seront déférés dans les brefs délais devant monsieur le procureur. D'autres membres du gang courent toujours. La gendarmerie nationale invite les populations à contacter les services de sécurité en cas de comportement suspect d'agents ENEO sur le terrain. Un commentaire peut-être pour cette autre malice. Oui, nous sont victimes. Bon, vous savez, il y a beaucoup d'escroqueries en ce moment. Mais le cas il faut qu'ils étendent davantage par exemple, dans ENEO, là, qu'ils nous mettent partout les compteurs, les nouveaux compteurs. Compteurs prépayés. Vous chargez vous-même. Bon. Je pense qu'il faut vraiment mettre en marche les techniques modernes pour combattre ces gens-là. Parce que vous savez, c'est un monde parallèle qui est en réflexion permanente et qui s'insère dans les innovations. Vous avez les mêmes problèmes dans les téléphones. Il y a vraiment un monde du mal qui est en train de s'installer chez nous. Et il faut que l'on crée également des unités de réflexion stratégique, des gens qui suivent ça de près et qui apportent des réponses. Vous voyez, c'est comme ça que le monde moderne fonctionne. Il faut absolument des cellules de réflexion chaque fois. Je vous ai dit, par exemple, quand vous voyez la question des motos. Absolument, les bensikineurs, comme on les appelle, de façon triviale. L'une des solutions que j'avais proposées, c'est qu'on injecte dans la ville de Douala peut-être 500 motos avec des policiers. Mais qui sont également comme des bensikineurs, qui se noient dedans. C'est quoi l'objectif? Parce que Yaoundé, par exemple, je ne sais pas si à Douala, le phénomène est le même. Yaoundé, les bandits, c'est sur les motos. Ils sont partout. À partir de 18h, il faut faire attention à votre sac. Maintenant, ils se fichent des hommes comme les femmes. Et ils sont prêts à vous enlever même, à vous emporter. Dès que vous grimpez sur la moto, quand vous bâchez, ils bâchent souvent, vous amènent dans un coin, vous dépouillent. Donc, il faut absolument que dans ce corps-là, et c'était les techniques de certains vieux policiers à l'époque, qui mettaient dans les taxis, qui faisaient le renseignement, les gars qui vendent les cigarettes, etc. Il faut vraiment infiltrer le corps social avec ces méthodes. C'est-à-dire que le policier en tenue n'est plus efficace. C'est le policier aujourd'hui qui essaie l'intelligence, policier, l'intelligence dans le renseignement qui va nous aider à régler ce genre de problème. Voilà, moi je pense que c'est une société qui évolue. Et comme elle évolue avec la pauvreté, la misère qui est ambiante, peut-être qu'une autre fois, on aura l'occasion de se poser la question comment faire pour régler ces problèmes de misère. Quelle est la démarche? Est-ce qu'on continue avec le modèle actuel? Comment faire en sorte que, comme je vous ai dit au départ, la misère et la pauvreté, vous voyez qu'on retombe là-dessus, c'est le tapis, n'est-ce pas, qui crée l'ensemble des problèmes que nous connaissons dans notre pays. Joseph-Marie Elondo, je voudrais vous dire merci. Nous sommes à la fin. Déjà. J'ai été très, très heureux d'être là et je voudrais vraiment vous remercier de nous avoir donné l'opportunité de donner un avis sur des questions d'actualité et surtout cette problématique des actifs, ces actifs résiduels qui sont devenus des actifs qui intéressants. C'est-à-dire qu'autrefois c'était des résidus, maintenant ça devient intéressant. Vous les rebaptisez. Il faudrait peut-être que le gouvernement, le président de la République, le gouvernement, qui s'arrête désormais sur cette affaire sérieusement et que l'on trouve des solutions durables pour le bien de tous et qu'on sort dans les conflits qui ne permettent pas au pays d'avancer. Journaliste économique, acteur politique, société civile, vous avez beaucoup travaillé, je l'ai dit à l'entame de l'émission, en tant que consultant aussi, sur un certain nombre de projets étatiques en relation avec les questions économiques. En relation avec les questions économiques. Je vous souhaite un bon retour à Yaoundé. Je vous dis de nouveau merci de cette amitié que vous nous témoignez chaque fois qu'on vous appelle. Oui, j'ai été particulièrement impressionné cette semaine. La semaine dernière, j'ai été invité sur un plateau et cette fois-ci avec Léla. Bon, maintenant. C'est dit que votre expertise, nous l'apprécions merci. à sa juste valeur. Merci, Dipita, parce que
Vous me connaissez, ça fait des années. Absolument. Bon, je sais qu'à un moment donné, je n'étais plus très désirable. Non, du tout. Dans les médias. Pas chez nous, dans tous les cas. Ouais. Non, je ne pense pas sur vous, mais j'ai l'impression qu'il y a pour des raisons que j'ignore, je ne fais pas partie de l'élite locale, intellectuelle. Vous suivez mon regard. Je ne fais pas partie. Donc, vraiment, merci beaucoup. Ça nous permet, notre rôle, c'est quoi? Nous sommes la mémoire, une des mémoires du Cameroun. Absolument. J'écris des livres, d'ailleurs, je vous offre. Ah, d'accord. Je vous offre en direct, d'ailleurs, où est-ce que j'ai mis ce livre? Le livre. Vous avez beaucoup de documents dessous, là? Dessous, voilà. Voilà. Ça, c'est le livre que j'ai dédié à la mémoire du président de la République. Paul Biya, le disque dur ou l'héritage des générations. Ce n'est pas un livre d'apologie. J'ai fait le journaliste, je me suis servi de la figure emblématique du président pour d'abord avoir une attractive. Et c'est un livre d'histoire et d'histoire politique en réalité. L'histoire politique du Cameroun, parce que Paul Biya est une figure qui a traversé 2 siècles et 2 millénaires. Dans le 20e, 21e siècle, le 2e et le 3e millénaire. Et c'est une figure qui sera à jamais, qu'on le veut ou non. Vous semblez le magnifier, hein, je veux dire que... Qui va marquer. Non, moi je magnifie. Vous êtes un partisan ou... Je magnifie les hommes. Vous savez, dans 30 ans, lorsqu'on dira à des jeunes qu'il y a eu un homme qui a fait 40 ans de règne, ils vont se demander comment cela... Et qui aura laissé le Cameroun dans cet état, on pourra se le dire? Non, dans un état, contrairement à ce que vous croyez, le Cameroun avance très bien. Et il y a des difficultés de maturation. Il y a des difficultés qui sont liées à l'adolescence. C'est ça. Et c'est pour cela que les intelligences doivent s'exprimer. D'accord. Je vous remercie parce que si on ne fait pas prospérer l'intelligence, quand je lisais un livre, Le Cid, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est comme ça. Merci. Donc, les périls sont là pour que l'intelligence s'exprime. J'ai confiance aux Camerounais, j'ai confiance en vous, pour que nous vainquions, n'est-ce pas, ces petites difficultés. Merci, je le prends avec beaucoup de joie, merci sincèrement. Je voudrais, merci infiniment, merci. Paul Biya, le disque dur... il a été préfacé par M. Sadi. L'héritage des générations. Préface René Emmanuel Sadi, postface Alain Noël Olivier Mekoulou. Ouais. Alors en 2 mots, cet essai sociologique, sociopolitique s'appuie sur la riche carrière politique du 2e président de la République du Cameroun, Paul Biya, figure emblématique de ce pays, de la sous-région d'Afrique centrale, avec pour but de magnifier l'œuvre de ce grand bâtisseur et la léguer aux générations d'aujourd'hui et de demain. Je vais le lire. Merci infiniment. Merci également d'accepter ma modeste contribution épistolaire. On va terminer par cette notice, vous l'avez certainement appris vendredi dernier sur l'axe Douala-Yaoundé, au niveau de la mairie d'Edéa 2e, une voiture transportant une vingtaine de personnes est donc rentrée en collision avec un gros porteur. Les témoignages, bref, il y a eu plusieurs victimes. On y reviendra encore la semaine prochaine. Oui, pour finir, puisque c'est des notes tristes, vous savez, j'ai perdu mon jeune frère le 19 avril dernier. Je vais l'inhumer le 3 juin prochain. Pour votre condoléance. Et je suis venu parce qu'il fallait être là. Absolument. Il a été pour moi un bon petit frère. Et j'ai été profondément éprouvé, et je le suis toujours. Mais je pense qu'avec, comme je vous ai dit, le soutien des jeunes frères que vous êtes, nous allons tenir la route. Nous partageons votre douleur. Merci infiniment. Et nous présentons nos sincères condoléances. Merci infiniment. Bon dimanche, bon début de semaine, puisque demain c'est lundi. Bonsoir.